Après que ma sœur soit tombée enceinte de mon mari, mes parents m'ont offert 2,5 millions de dollars pour signer les papiers de divorce et partir avec ma fille. J'ai souri et signé. Mais le jour de leur mariage, les résultats ADN sont arrivés, et tout s'est effondré. L'enveloppe est arrivée sur le lieu du mariage à 14h47, 15 minutes avant le début prévu de la cérémonie. Je le sais parce que j'avais payé un supplément pour une confirmation de livraison horodatée et que j'avais regardé mon téléphone de manière obsessionnelle toute la matinée. Le coursier l'a remise directement à mon père devant les invités rassemblés dans la cour du domaine Ashford. J'ai observé depuis ma voiture dans le parking comment il l'ouvrait, son visage passant de la confusion à l'horreur en un seul souffle. Puis il l'a montré à ma mère. Elle a crié, un son qui a porté jusqu'à l'endroit où j'étais assise. À travers les portes entr'ouvertes, je pouvais voir les invités se retourner, des voix inquiètes s'élever. Mon père était déjà en mouvement, se frayant un chemin à travers la foule vers la suite nuptiale. J'ai attendu exactement 3 minutes. Puis j'ai démarré le moteur et je suis parti, laissant le chaos derrière moi. Mais pour comprendre pourquoi cette enveloppe a détruit le jour du mariage de ma sœur, vous devez comprendre tout ce qui a mené à ce moment. Je m'appelle Vivian, et il y a 6 mois encore, je pensais avoir une belle vie. J'étais marié à Ryan, un avocat d'affaires prospère que j'avais rencontré à l'université. Nous avions une fille de 5 ans nommée Sophie, qui était le centre de mon monde. Nous vivions dans une belle maison en banlieue, avions une vie confortable et semblions, du moins de l'extérieur, être la famille parfaite. Ma sœur cadette, Mélissa, avait toujours été l'enfant sauvage. 3 ans plus jeune que moi, elle avait passé ses 20 ans à jongler entre les emplois, les relations et diverses activités artistiques qui n'avaient jamais vraiment abouti. Elle était retournée vivre chez nos parents 2 fois, avait enchaîné les romances ratées et était généralement le membre de la famille dont tout le monde s'inquiétait, tandis que j'étais la responsable. J'avais toujours essayé de la soutenir. Je l'avais laissée rester chez Ryan et moi pendant l'une de ses ruptures. Je l'avais aidée financièrement quand elle était entre 2 emplois. Je l'avais présentée à des contacts professionnels qui auraient pu l'aider dans sa carrière. Après tout, c'était ma sœur. La famille s'entraide. J'aurais dû voir les signes avant-coureurs. La façon dont elle s'attardait quand Ryan rentrait du travail. L'effort supplémentaire qu'elle mettait dans son apparence quand elle savait qu'il serait là. Les questions sur notre mariage qui semblaient un peu trop inquisitrices. Mais je faisais confiance à tous les deux, alors j'ai écarté mes instincts comme de la paranoïa. La vérité est apparue de la pire des manières. Je suis rentré tôt d'un voyage d'affaires. Ma conférence s'était terminée un jour plus tôt, et j'avais décidé de surprendre Ryan et Sophie. J'avais envoyé un SMS à la nounou de Sophie pour lui dire que je la prendrais à l'école moi-même, voulant passer un après-midi amusant avec ma fille. Je suis entré dans ma maison à 14h un jeudi et j'ai trouvé mon mari et ma sœur sur le canapé de mon salon. Ils n'avaient pas seulement une liaison. Ils étaient suffisamment à l'aise pour le faire chez moi, en plein jour, dans une maison où vivait ma fille. Ils ne m'ont même pas remarqué au début. Je suis resté là pendant 10 secondes qui ont semblé 10 ans, voyant mon mariage et ma confiance en ma sœur se briser en 1000 morceaux. Quand Ryan m'a finalement vu, il n'a même pas eu la décence d'avoir honte. Il avait juste l'air agacé que je l'ai interrompu. « Vivian, tu es rentré tôt. » Tels furent ses premiers mots. Pas une excuse. Pas une explication. Juste de l'irritation face à mon arrivée inattendue. Mélissa avait attrapé un plaid et se couvrait, le visage rougi, mais je ne pouvais pas dire si c'était par embarras ou par colère d'être prise. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas effondré. Je suis resté là, sentant quelque chose en moi devenir très froid et très silencieux. « Sors », ai-je dit à Mélissa. « Maintenant. » Elle s'est précipitée pour s'habiller tandis que Ryan restait assis, ne prenant même pas la peine de se couvrir, me regardant avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Du mépris mêlé à quelque chose qui aurait pu être du soulagement. « Nous devons parler », a-t-il dit. « Non, nous n'avons pas à le faire. Habille-toi et va à l'hôtel. Je veux que tu sois hors de cette maison dans 1 heure. » Mélissa pleurait maintenant, disant quelque chose à propos de comment c'était juste arrivé et qu'il ne voulait pas me faire de mal. Des excuses d'adultère standard qui ne signifiaient rien et ne réparaient rien. J'ai appelé mon avocat depuis ma chambre pendant qu'il s'habillait et partait. Au moment où j'ai récupéré Sophie à l'école, les affaires de Ryan étaient en train d'être déplacées dans une unité de stockage par un service que j'avais engagé, son accès à nos comptes conjoints était gelé, et les papiers de divorce étaient en cours de rédaction.
J'ai dit à Sophie que papa allait vivre ailleurs pendant un certain temps. Elle a pleuré, a demandé pourquoi, a demandé si c'était sa faute. Je l'ai serré dans mes bras et lui ai promis que cela n'avait rien à voir avec elle, que maman et papa l'aimaient tous les deux, même si nous n'allions plus vivre ensemble. Cette nuit-là, ma mère a appelé. Je m'y attendais. Mélissa avait clairement couru à la maison et donné sa version des faits. Vivian, ma chérie, Mélissa nous a raconté ce qui s'est passé. Elle est dévastée. Elle est dévastée? Elle a couché avec mon mari. C'était une erreur. Ces choses arrivent. Elle n'a jamais voulu. Les yeux coupés. Ne lui cherche pas d'excuses. Ne me dis pas qu'elle ne voulait pas. Elle a fait un choix. Ryan a fait un choix. Et je fais le choix de ne pas les avoir tous les deux dans ma vie. Tu réagis de manière excessive. Pense à Sophie. Elle a besoin de son père. Sophie aura son père. Elle n'aura pas à regarder sa mère faire semblant d'être gentille avec la femme qui a détruit le mariage de ses parents. Ma mère a soupiré, utilisant sa voix raisonnable qui m'avait toujours fait sentir que c'était moi qui étais difficile. La famille est la famille, Vivian. Tu ne peux pas juste couper Mélissa pour toujours à cause d'une seule erreur. Regarde-moi faire. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué le numéro de mon père, celui de Mélissa et celui de Ryan. J'en avais fini avec eux tous. Les procédures de divorce ont commencé. Ryan voulait la garde partagée de Sophie, ce que je ne pouvais pas empêcher légalement. Mais je me suis assuré que tout le reste était documenté, l'aventure, son abandon du mariage, le fait qu'il avait couché avec ma sœur dans notre domicile conjugal. Mon avocat m'a dit que nous avions de solides arguments pour un règlement favorable. Ryan était associé dans son cabinet, gagnant bien plus de 6 chiffres. J'avais travaillé à temps partiel depuis la naissance de Sophie, me concentrant sur son éducation. J'avais droit à une pension alimentaire pour l'épouse, à une pension alimentaire pour enfants et à une part importante de nos biens matrimoniaux. C'est là que les choses sont devenues étranges. 6 semaines après les avoir surpris, Mélissa s'est présentée à ma porte. J'avais changé les serrures, mais elle avait toujours mon adresse. J'ai répondu par l'interphone de la caméra de sécurité. Va-t'en, Mélissa. J'ai besoin de te parler. S'il te plaît. C'est important. Il n'y a rien que tu puisses dire que je veuille entendre. Je suis enceinte. Les mots sont restés en suspens. J'ai senti mon estomac se tordre. Félicitations. Dis-le à Ryan. Je m'en fiche. C'est son bébé. Nous allons nous marier. J'ai ri, un son amer qui m'a surprise moi-même. Tu épouses Ryan? L'homme que tu m'as volé. Comme c'est romantique. Je ne l'ai pas volé. Il m'aime. Nous allons former une famille. Alors, former une famille loin de moi et de ma fille. Tu n'es pas la bienvenue ici. J'ai éteint l'interphone et suis rentré. Sophie était dans sa chambre, jouant, inconsciente de la bombe que sa tante venait de larguer. Enceinte. Ils allaient se marier. Passant à autre chose comme si j'étais juste un obstacle malheureux qu'ils avaient surmonté. La rage qui couvait depuis que je les avais surpris a éclaté en pleine flamme. Mais je l'ai canalisé. Je l'ai transformé en un calcul froid. J'avais un avantage qu'ils ne connaissaient pas. Je savais quelque chose qu'ils ne réalisaient pas que je savais. Ryan avait subi une vasectomie il y a 3 ans. Nous avions décidé de nous en tenir à Sophie. Ryan avait été catégorique sur le fait de ne pas vouloir plus d'enfants. Il avait subi une vasectomie et avait reçu le feu vert de son médecin. Pas de spermatozoïdes viables, pas de chance de grossesse. J'avais été avec lui pour la procédure et les rendez-vous de suivi. J'avais les dossiers médicaux dans nos dossiers. Il n'y avait aucune possibilité que le bébé de Mélissa soit celui de Ryan. TBS input, oh, ça vient de devenir dangereux. Pas bruyant, pas salissant. Au moment où elle a dit qu'elle était enceinte, oui, tout a basculé. Parce que maintenant ce n'est plus seulement de la trahison, c'est un mensonge construit par-dessus, et ils construisent en toute confiance un avenir entier sur quelque chose qui n'a même pas de sens. Et tu n'as pas argumenté. Tu ne l'as pas exposé tout de suite. C'est ce qui rend cela si différent. Tu as attendu. Tu les as laissés avancer, fiançailles, mariage, tout ça, tout en détenant la seule vérité qui pourrait tout détruire en quelques secondes.
Ce n'est pas une vengeance alimentée par l'émotion, c'est de la patience avec un but. Mais je n'ai rien dit. Ni à Ryan, ni à Melissa, ni à mon avocat. Je suis resté sur cette information et les ai regardés construire leur avenir sur une fondation de mensonges. 2 semaines plus tard, mes parents ont convoqué une réunion de famille. Mon père s'est présenté chez moi. Je n'avais pas bloqué son numéro car nous avions des affaires via un trust familial. Il m'a demandé de venir leur parler, disant qu'ils avaient une proposition qui serait meilleure pour tout le monde. Contre mon meilleur jugement, j'y suis allé. J'ai d'abord emmené Sophie chez mon ami. Elle n'avait pas besoin de faire partie de tout cela. La maison de mes parents était la même que d'habitude. Les mêmes meubles, les mêmes photos sur le mur, y compris plusieurs de Melissa et moi enfants, à l'époque où je pensais que nous serions toujours proches. Ma mère était dans le salon, Melissa assise à côté d'elle, l'air à la fois défiant et nerveuse. Ryan était là aussi, debout près de la cheminée, les bras croisés. « Merci d'être venu », a dit mon père, utilisant sa voix de salle de réunion. Nous voulions discuter d'une résolution à cette situation qui bénéficierait à toutes les personnes impliquées. « Quelle situation ?» ai-je demandé. « Celle où ma sœur est enceinte du bébé de mon mari. »« Cette situation. »« Nous comprenons que vous êtes blessé, » a dit ma mère. Mais s'attarder sur le passé n'est pas productif. Melissa et Ryan vont se marier. Ils fondent une famille. Nous pensons que ce serait mieux pour Sophie si nous pouvions tous avancer à l'amiable. À l'amiable ? J'ai laissé le mot en suspens. Vous voulez que je fasse quoi, exactement ? Assister à leur mariage ? Faire semblant d'être une famille heureuse avec la sœur qui a couché avec mon mari ? Nous voulons vous faciliter les choses, a dit mon père. Il a sorti un dossier de sa mallette. Ryan a accepté de renoncer à tous ses droits parentaux sur Sophie en échange de votre signature d'un accord selon lequel vous ne demanderez pas de pension alimentaire pour l'épouse ni de division des biens au-delà de ce qui est prévu dans ce règlement. Il m'a tendu le dossier. Je l'ai ouvert, parcourant le document juridique à l'intérieur. Ryan offrait de se désengager complètement de Sophie, me donnant la garde complète, sans droit de visite, mettant fin à ses droits parentaux, en échange d'une rupture nette avec les obligations financières de notre mariage. Il abandonne Sophie pour éviter de me payer, ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Il te donne ce que tu veux, a dit Melissa. La garde complète. Pas de temps partagé avec Ryan et moi. Tu n'auras jamais à nous voir. Et en échange, je n'obtiens rien du mariage pendant qu'il conserve son plein salaire et ses biens. Pas rien, a dit mon père. Nous vous offrons 5 millions de dollars. Un paiement unique, exempt d'impôts. Assez pour acheter une maison pure et simple, investir pour l'avenir de Sophie, vivre confortablement pendant que vous reconstruisez votre carrière. En échange, vous renoncez à toute créance sur les revenus ou les biens de Ryan, et vous acceptez de passer à autre chose dans votre vie. J'ai regardé le chiffre sur la proposition de règlement. 2,5 millions de dollars. De l'argent qui change la vie. Plus que ce que j'obtiendrais lors d'un divorce interminable, surtout si Ryan me combattait sur chaque actif. Et j'obtiendrais la garde exclusive de Sophie. Je n'aurais jamais à la partager avec Ryan et Melissa. Je n'aurais jamais à regarder ma fille passer les week-ends avec sa tante qui avait détruit notre famille. D'où vient cet argent, ai-je demandé. Nous le fournissons, a dit ma mère. Du trust familial. Nous pensons que cela en vaut la peine pour assurer la stabilité de Sophie et que tout le monde puisse avancer. Ils étaient en train de me soudoyer. Me payant 2,5 millions de dollars pour que je disparaisse discrètement afin que Melissa et Ryan puissent jouer à la famille heureuse sans l'ex-femme encombrante qui causerait des problèmes. J'ai regardé Ryan, qui fixait le mur, incapable de croiser mon regard. J'ai regardé Melissa, qui touchait son ventre encore plat de manière protectrice, jouant déjà la future mère martyre. J'ai regardé mes parents, qui avaient clairement décidé que le bonheur de leur fille cadette valait plus que la dignité de leur fille aînée. Je veux que Ryan renonce à tous ses droits parentaux par écrit, ai-je dit. Des documents légaux, déposés auprès du tribunal. Il n'aura aucun accès à Sophie. Aucun mot à dire dans sa vie. S'il change d'avis dans 5 ans et veut redevenir père, tant pis. D'accord, a dit mon père rapidement. Et je veux que vous sachiez que vous 3 êtes morts pour moi. Je ne veux pas de contact avec Melissa, évidemment. Mais vous aussi. J'ai regardé mes parents.
Vous la choisissez elle plutôt que moi. Vous me payez pour que je disparaisse afin que vous puissiez avoir la fille que vous voulez et le petit enfant que vous préférez. Je veux que vous soyez clair à ce sujet. Ma mère a tressailli. Vivian, ce n'est pas. Si, ça l'est. Vous m'offrez de l'argent pour que je parte. Pour vous faciliter la vie. Pour laisser Mélissa avoir son mariage de conte de fées et sa nouvelle famille parfaite sans la première femme encombrante. Alors? Je prendrai votre argent et vous aurez exactement ce que vous voulez. Mais ne prétendez pas que c'est autre chose que ce que c'est. J'ai signé les papiers sur le champ. Tous. L'accord de divorce. La résiliation de la garde. Le règlement financier. J'ai souri en le faisant, observant leur soulagement de voir que je leur facilitais la tâche. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà fait quelque chose à quoi ils ne s'attendaient pas. Quelque chose qui allait faire éclater toute leur histoire. 3 semaines plus tôt, j'étais allé à la maison où Ryan séjournait. Il avait été surpris de me voir. Nous n'avions communiqué que par l'intermédiaire de nos avocats depuis la séparation. Je lui avais dit que je voulais parler, d'adulte à adulte, de ce dont Sophie avait besoin pendant cette transition. Il m'avait laissé entrer, prudent mais désireux de parler de notre fille. Nous nous étions assis dans son salon temporaire et avions eu ce qui semblait être une conversation raisonnable sur les horaires scolaires et la thérapie pour Sophie, et sur la façon de minimiser les dégâts de notre divorce sur elle. À un moment donné, j'avais demandé à utiliser la salle de bain. Il avait hoché la tête distraitement, concentré sur son téléphone. J'étais descendu dans le couloir et, sur le chemin du retour, j'avais fait un détour par la cuisine. Ryan était une créature d'habitude. Il avait sa routine matinale bien rodée. Même tasse de café, même brosse à dents, même rasoir. J'avais vécu avec lui pendant 8 ans. Je savais où tout se trouvait, même dans cet espace temporaire. J'avais pris sa brosse à dents, celle qu'il utilisait tous les matins, couverte de sa salive et de son ADN. Je l'avais scellée dans un sac en plastique et rangée dans mon sac à main. Une semaine plus tard, j'étais allé à l'appartement de Mélissa pendant qu'elle était au travail. J'avais encore une clé depuis que je l'avais aidée à emménager il y a 2 ans. Elle ne l'avait jamais redemandé. J'étais allé dans sa salle de bain et j'avais pris quelques mèches de cheveux de sa brosse à cheveux. Du matériel ADN, avec les racines attachées. Je les avais soigneusement scellées dans un sac étiqueté. Puis j'étais allé dans un laboratoire privé de tests ADN, l'un de ces endroits qui effectuent des tests de paternité pour des procédures légales. J'avais expliqué la situation à la technicienne. J'avais besoin de déterminer la paternité d'un enfant à naître, et j'avais des échantillons du père présumé et de la mère. Nous pouvons faire des tests de paternité prénataux non invasifs, avait-elle expliqué. Mais nous avons besoin d'un échantillon de sang de la mère. L'ADN du bébé circule dans son sang après environ 9 semaines de grossesse. Pouvez-vous tester à partir de cheveux, avais-je demandé. Pas de manière définitive. Les cheveux peuvent nous donner le profil ADN de la mère, mais cela ne nous aidera pas à accéder à l'ADN du bébé. Mais vous pourriez tester l'ADN du père présumé. Oui, à partir de la salive sur la brosse à dents. Mais sans l'ADN du bébé, nous ne pouvons pas comparer. J'avais payé pour qu'il traite le profil ADN de Ryan quand même. Pour l'avoir dans le dossier. Ensuite, j'avais attendu que Mélissa soit assez avancée dans sa grossesse. À 16 semaines, Mélissa avait posté sur les réseaux sociaux l'annonce de sa grossesse. Elle avait tagué Ryan, posté une photo d'échographie, écrit quelque chose de mièvre sur les nouveaux départs et les bénédictions inattendues. J'avais engagé un détective privé. Je lui avais donné les informations du médecin de Mélissa et lui avais demandé de savoir quand était son prochain rendez-vous prénatal. Ce n'était pas difficile. Il s'était fait passer pour un coordinateur de facturation de sa compagnie d'assurance, avait obtenu son calendrier de rendez-vous et m'avait fait un rapport. La semaine suivante, je savais exactement quand Mélissa serait chez son gynécologue. Le détective privé était là, attendant qu'elle sorte. Il l'avait suivie du cabinet au laboratoire où elle était allée pour une prise de sang de routine, des tests prénataux standards. Le détective privé avait payé l'un des techniciens du laboratoire pour qu'il prenne accidentellement un flacon de sang supplémentaire de Mélissa et le lui passe. Était-ce légal? Probablement pas. Est-ce que ça m'importait? Pas le moins du monde. J'avais apporté l'échantillon de sang au laboratoire de test ADN le même jour. J'ai le sang de la mère. Pouvons-nous tester maintenant?
La technicienne m'avait regardé avec sympathie. Elle en est à combien? 16 semaines. C'est suffisant. L'ADN fœtal devrait être bien circulé dans son sang maintenant. Nous pouvons le traiter par rapport au profil ADN du père que nous avons en dossier. J'avais payé un supplément pour un traitement urgent. Une semaine plus tard, j'avais les résultats. Le bébé n'était pas celui de Ryan. Le test de paternité montrait une correspondance génétique nulle entre Ryan et le fœtus. Le bébé de Melissa avait un père complètement différent, quelqu'un avec qui elle avait clairement couché à peu près au même moment où elle couchait avec mon mari. J'étais resté avec ces résultats pendant longtemps, décidant quoi en faire. J'aurais pu les révéler immédiatement, faire exploser les fiançailles de Melissa, exposer la stupidité de Ryan d'avoir cru que le bébé était le sien. Mais cela semblait trop facile. Trop rapide. Je voulais qu'ils s'engagent. Qu'ils construisent tout leur avenir sur ce mensonge. Qu'ils planifient leur mariage, annoncent leur grossesse, acceptent les félicitations de leur famille et de leurs amis. Je voulais qu'ils soient pleinement investis dans leur fin heureuse avant que je ne la réduise en cendres. Alors, j'avais gardé le silence. J'avais signé les papiers de divorce. J'avais accepté le règlement de 2,5 millions de dollars. J'avais souri et joué l'ex-femme gracieuse qui passait à autre chose dans sa vie. Et j'avais attendu. Tabies input, tu n'as pas argumenté, tu ne les as pas exposés tôt. Tu les as laissés marcher jusqu'à l'hôtel en pensant qu'ils avaient gagné. C'est ce qui rend ça si percutant. Ils ont construit toute leur fin parfaite sur un mensonge dont tu avais déjà la preuve. Et ce geste de 2,5 millions de dollars, tu as sécurisé ta fille, coupé Ryan complètement, et tu as toujours gardé la dernière carte dans ta poche. Ce n'est pas de la vengeance, c'est du contrôle. Alors, quand cette enveloppe a atterri, oui, ce n'était pas désordonné. C'était une destruction chronométrée. Le mariage était prévu 6 mois après la finalisation du divorce. Melissa voulait une grande cérémonie. Apparemment, mes parents le finançaient puisque les biens de Ryan étaient désormais liés à l'assurance du mode de vie de Melissa. Le lieu, la robe, le traiteur, tout était de premier ordre et cher. Les invitations ont été envoyées. Je n'étais pas invité, évidemment. Mais je connaissais tous les détails car les membres de la famille n'arrêtaient pas d'essayer de me faire être la personne la plus grande et d'assister pour soutenir le bonheur de ma sœur. Je les ai tous déclinés. J'ai dit que je passais à autre chose dans ma vie et que je souhaitais le meilleur à Melissa. Certains d'entre eux semblaient soulagés. D'autres ont insisté, disant que cela signifierait tellement pour la famille si je pouvais juste laisser le passé derrière moi. Je suis restée silencieuse, attendant mon heure, et j'ai ordonné que les résultats ADN soient envoyés par coursier au lieu du mariage, pour arriver 15 minutes avant la cérémonie. L'enveloppe était reliée professionnellement. Les résultats clairement étiquetés. La science indéniable. À l'intérieur se trouvait une lettre que j'avais écrite expliquant comment j'avais obtenu les échantillons, ce que les résultats montraient, et ce que cela signifiait. Chère famille, les résultats du test ADN 6 juin prouvent que le bébé que porte Melissa n'est pas celui de Ryan. La probabilité de paternité est de 0%. Ce qui signifie que Ryan est génétiquement exclu comme père. Ryan a subi une vasectomie il y a 3 ans. Les dossiers médicaux sont joints. Il n'y a aucune possibilité qu'il puisse concevoir un enfant sans intervention médicale qui n'a pas eu lieu. Melissa a menti sur la paternité de son bébé. Elle a construit ses fiançailles et son mariage sur la tromperie. Et vous l'avez tous cru parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité sur qui elle est vraiment. J'ai accepté votre règlement et votre argent parce que je voulais éloigner Sophie de cette dysfonction. Mais je voulais que vous connaissiez la vérité sur la fille que vous avez choisie plutôt que moi et l'homme qu'elle a choisi plutôt que l'honnêteté. De rien pour le cadeau de mariage. Vivian. Les résultats ADN, les dossiers médicaux de la vasectomie de Ryan et ma lettre, le tout emballé ensemble et livré au pire moment possible. J'ai regardé depuis ma voiture mon père l'ouvrir. Je l'ai regardé le montrer à ma mère. Je les ai regardés tous les deux se précipiter vers la suite nuptiale où Melissa se préparait vraisemblablement. J'ai vu Ryan émerger d'une porte différente. Mon père lui a attrapé le bras, lui jetant des papiers. Même depuis le parking, je pouvais voir le moment où Ryan a compris. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Il a regardé vers la suite nuptiale, puis mon père, puis à nouveau les papiers. Ma mère est sortie seule de la suite nuptiale. Son visage déformé par la rage et le chagrin.
Elle regardait autour d'elle frénétiquement comme si elle cherchait quelqu'un, probablement moi, bien que j'étais bien caché dans ma voiture. Les invités déambulaient, confus. Quelqu'un d'officiel, peut-être la wedding planée, essayait de faire asseoir les gens, clairement inconsciente de la catastrophe qui se déroulait en coulisses. Puis Mélissa est apparue. Elle était dans sa robe de mariée, belle en blanc et complètement inappropriée étant donné les circonstances. Elle pleurait, le mascara coulant sur son visage, ses mains protectrices sur son ventre de femme enceinte. Elle criait à Ryan, qui reculait devant elle. Je n'entendais pas les mots, mais je pouvais voir la scène. Sa rage, son horreur, mes parents essayant d'intervenir, d'autres membres de la famille réalisant que quelque chose n'allait pas du tout. La wedding planée gesticulait frénétiquement. Les invités étaient debout maintenant, leur téléphone sorti, enregistrant le drame. Cela allait être sur tous les réseaux sociaux dans l'heure. J'ai démarré le moteur et suis parti, laissant le chaos derrière moi. T'habillais input, tu n'as pas montré, tu n'as pas argumenté, tu n'as pas supplié d'être entendu. Tu as laissé la vérité entrer seule, au moment où tout comptait le plus. Cette lettre? Ce n'était pas seulement la démasquer. Elle a dépouillé tout le monde. Tes parents, Ryan, toute la fausse mise en scène. Ils ont tous dû y faire face en temps réel devant tous ceux qu'ils essayaient d'impressionner. Et Mélissa debout là dans sa robe, tout s'effondrant. C'est le moment exact où le fantasme est mort. Partir comme ça. Pas de confrontation, pas de chaos de ta part. Juste laisser la vérité faire tous les dégâts. Les jours suivants, les conséquences se sont déroulées à travers une combinaison de messages textuels de parents éloignés et de publications sur les réseaux sociaux que j'ai surveillés depuis des comptes anonymes. Le mariage a été annulé. Les invités ont été renvoyés chez eux. Mélissa a fait une crise de nerfs qui a nécessité une attention médicale. Stress sur la grossesse, ont-ils affirmé, bien que je soupçonnais que c'était juste la finale dramatique qu'elle avait toujours voulu, mais pas ce scénario. Ryan avait apparemment exigé son propre test ADN immédiatement. Mélissa avait avoué que oui, il y avait une possibilité que le bébé ne soit pas le sien. Elle avait fréquenté quelqu'un d'autre à peu près au même moment où ils avaient commencé leur liaison. Elle a affirmé qu'elle avait pensé que c'était celui de Ryan parce qu'elle avait mis fin à l'autre relation et voulait que le bébé soit le sien. Mon père, qui avait payé le mariage et le règlement pour moi, était furieux. Il a exigé que Mélissa rende l'argent du mariage. Elle ne pouvait pas. Il avait été dépensé en acompte, fournisseur et une robe qu'elle ne porterait plus jamais. Ma mère avait apparemment essayé de sauver quelque chose, suggérant que Mélissa et Ryan se marient quand même, qu'ils s'en sortiraient ensemble. Ryan avait refusé. Sans un bébé les liant, sans le récit romantique de fonder une famille, il avait vu Mélissa pour exactement ce qu'elle était, une femme qui a détruit 2 relations pour un fantasme qui n'était même pas réel. Il avait déménagé de la maison qu'ils avaient louée ensemble. Il avait déposé des papiers pour contester le règlement de divorce, invoquant la fraude. Mon avocat avait répondu que le règlement était définitif et contraignant, et si Ryan voulait invoquer la fraude, il pouvait le régler avec Mélissa et mes parents qui avaient tous juré que le bébé était le sien. Mélissa était retournée vivre chez mes parents. La grossesse a continué. J'ai entendu par le bouche à oreille familial qu'elle avait finalement identifié le vrai père, un type qu'elle avait fréquenté brièvement et qu'elle avait largué pour Ryan. Il ne voulait rien avoir à faire avec elle ou le bébé. Elle a eu le bébé 5 mois après son mariage annulé. Un garçon. Elle lui a donné un nom que je n'ai pas pris la peine de retenir et a posté des photos sur les réseaux sociaux que je n'ai pas regardés. J'ai bloqué ses comptes, mais les membres de la famille ont quand même essayé de partager des mises à jour comme si je m'en souciais. Je ne m'en souciais pas. Ma famille, c'était Sophie et moi. Nous avons acheté une belle maison dans un quartier différent avec l'argent du règlement. J'avais investi le reste, m'assurant que le fonds universitaire de Sophie était entièrement financé et que nous avions une sécurité financière pour des décennies. Sophie s'épanouissait sans la présence de Ryan. Elle avait suivi une thérapie pour gérer le divorce, et sa thérapeute avait dit qu'elle était remarquablement bien adaptée. Elle savait que son père avait fait des choix qui signifiaient qu'il ne pouvait plus être dans sa vie, mais elle comprenait que ce n'était pas sa faute. Elle m'avait moi et mes amis qui étaient devenus notre famille de cœur et un foyer stable où elle se sentait en sécurité. Mes parents ont tenté plusieurs fois de me contacter au cours de l'année suivante. Mon père m'a envoyé des emails sur la guérison de la famille. Ma mère a laissé des messages vocaux expliquant que je privais Sophie de ses grands-parents. J'ai tout supprimé sans répondre.
Ils avaient choisi Mélissa. Ils m'avaient payé pour disparaître. Ils avaient obtenu exactement ce qu'ils voulaient. J'étais parti. Ils n'avaient pas le droit de changer d'avis quand la fille qu'ils avaient choisie s'était avérée être une fraude. Ryan a tenté de me contacter une fois, environ 8 mois après l'annulation du mariage. Il a envoyé une lettre à mon avocat, demandant si nous pouvions discuter des modalités de garde, suggérant qu'il avait fait une erreur en renonçant à ses droits parentaux. La réponse de mon avocat a été brève. La résiliation de la garde était légale, contraignante et définitive. Monsieur Ryan n'a aucun droit parental sur Sophie et aucune légitimité légale pour demander une modification. Toute communication future à ce sujet sera considérée comme du harcèlement. Ryan ne nous a plus contactés. 2 ans après l'annulation du mariage, j'ai reçu un message LinkedIn de Mélissa. Elle avait apparemment repris sa vie en main, avait un travail, élevait son fils en tant que mère célibataire, et voulait s'excuser pour tout. Le message était long, plein d'excuses sur le fait d'être perdue, de faire des erreurs et de ne pas comprendre ce qu'elle jetait. Elle disait qu'elle regrettait sa sœur, regrettait Sophie, espérait que nous pourrions retrouver le chemin de la famille. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai supprimé et l'ai bloqué sur LinkedIn. Certaines trahisons ne donnent pas de seconde chance. Certaines relations ne peuvent pas être réparées. Mélissa avait fait ses choix et j'avais fait les miens. J'ai choisi Sophie et la stabilité et une vie libre de personnes qui avaient prouvé qu'elles valorisaient leur propre bonheur plus que mon bien-être. 3 ans après l'effondrement de tout, Sophie et moi avons croisé Ryan dans un centre commercial. Il était seul, l'air pluvieux et fatigué. Il nous a vus et s'est figé, clairement incertain d'approcher. Sophie ne l'a pas reconnu. Elle avait 5 ans quand il était parti et elle en avait 8 maintenant. Le visage qu'elle avait connu comme papa avait disparu de sa mémoire, remplacé par la vie stable que nous avions construite. Il ne nous a pas approchés. Il est resté là, nous regardant passer, et je n'ai ressenti que du soulagement qu'il soit un étranger pour la fille qu'il avait abandonnée. L'argent du trust que mes parents avaient utilisé pour me racheter en valait la peine. Non pas que j'ai eu besoin de leur argent. J'aurais pu subvenir aux besoins de Sophie et les miens sans cela. Mais, parce que l'avoir pris nous avait libérés complètement. Ils ne pouvaient pas prétendre que je leur devais quoi que ce soit. Ils ne pouvaient pas utiliser le soutien financier comme levier pour forcer le contact avec Mélissa ou eux. J'avais signé leurs papiers, pris leur argent, et je suis parti avec ma fille vers une vie qu'ils ne pouvaient pas toucher. Et les résultats ADN que j'avais envoyés au mariage de Mélissa leur avaient fait comprendre exactement quel genre de fille ils avaient choisi de soutenir. Celle qui allait mentir sur la paternité, détruire le mariage de sa sœur, et construire son avenir sur la tromperie. Ils ont eu ce qu'ils ont payé, et moi aussi. Sophie m'a demandé une fois, quand elle avait 9 ans, pourquoi elle n'avait pas de grands-parents comme les autres enfants. Tu en as, lui ai-je dit. Tu as des grands-parents. Ils ont juste fait des choix qui ont fait qu'ils ne pouvaient plus faire partie de nos vies. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de mal? Ils ont choisi quelqu'un d'autre avant nous, et nous méritons des gens qui nous choisissent en premier. Elle a hoché la tête, satisfaite de cette explication, et est retournée à ses devoirs. C'est l'héritage du test ADN qui est arrivé au mariage de Mélissa. Non seulement la cérémonie détruit tous les mensonges exposés. Le véritable impact a été la liberté que Sophie et moi avons gagnée des gens qui avaient prouvé qu'ils n'étaient pas sûrs pour nous d'aimer. J'avais signé les papiers avec un sourire parce que je savais quelque chose qu'ils ne savaient pas. Je savais que leur avenir parfait était construit sur un mensonge, et je savais que lorsque la vérité éclaterait, tout s'effondrerait. Et ce fut le cas. Spectaculairement. Publiquement. Devant tous ceux qui comptaient pour eux. Les 2,5 millions de dollars n'étaient qu'une compensation pour ce qu'ils m'avaient pris. Les résultats ADN étaient la justice pour les mensonges qu'ils avaient racontés. Et Sophie et moi vivant notre meilleure vie, libres de tous, était la vraie vengeance. Parfois, la meilleure façon de gagner est de s'éloigner avec ce qui compte et de laisser le karma gérer le reste. J'ai juste donné un petit coup de pouce au karma, parfaitement chronométré pour maximiser l'impact. L'enveloppe est arrivée à 14h47. À 15h, tout ce qu'ils avaient construit s'était effondré. Et à 15h15, j'étais en route vers ma fille, libre de tous pour toujours. Cela valait chaque centime. Cela valait chaque instant de planification. Cela valait de regarder tout s'effondrer à une distance sur tout en m'accrochant à la seule personne qui avait vraiment compté, Sophie. Ils m'ont payé pour disparaître.
J'ai pris leur argent et j'ai disparu. Mais pas avant qu'ils ne comprennent exactement le genre de famille qu'ils avaient choisi de garder et le genre de fille qu'ils avaient payé pour perdre. Les résultats ADN ont raconté cette histoire mieux que je n'aurais jamais pu le faire. Et le timing, ce n'était que de la poésie.